Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui ? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de Cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie pour vivre sereinement. Je vous présente la 2e saison de Fleur de Cactus. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Héloïse Monchablon, mais je vous propose avant ce petit prélude. Ah voilà, c'est ça, Lou. Tu peux me lire ça, s'il te plaît ? Oui. C'est bon ça ? Ouais. Allons, la joyeuse, que je t'assigne un destin, que je t'assigne moi-même un destin perpétuel à jamais, et que contre toi je profère une malédiction puissante. Et qui Cet extrait est issu de l'épopée de Gilgamesh, une des œuvres littéraires les plus anciennes au monde, rédigée entre le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment du récit, Enkidu a eu une prémonition annonçant sa mort prochaine. Il faut savoir que Enkidu était une sorte de bête sauvage à l'aspect humain créée par les dieux pour combattre Gilgamesh. Or, Enkidu a été apprivoisé par une courtisane envoyée par Gilgamesh lui-même. À travers les plaisirs de l'amour et d'étreintes passionnées avec la courtisane, Enkidu ne put se résoudre qu'à aller à la rencontre du monde des humains, les animaux de la nature ne le reconnaissant plus comme l'un des leurs. Il est devenu par la suite le meilleur ami de Gilgamesh. D'ailleurs, nombre d'historiens prêtent à leur relation une relation amoureuse. Tu m'as fait du tort. Ouais. Tu m'as ainsi. Ouais. Parce que moi qui étais libre, tu m'as ainsi fait du tort. Dans cette lamentation de Enkidu, au seuil de sa mort, il regrette d'avoir goûté à ce qu'il y a de plus humain, qui est l'amour et l'attachement à l'autre. Ce qui l'a rendu dépendant et prisonnier. Maintenant qu'il aime, il perd. Il perd non seulement la vie, mais cette vie passée auprès de la personne qu'il aime le plus au monde, Gilgamesh. Or, comme lui rappelle le dieu Shama, sans la courtisane, il n'aurait pas pu connaître l'amour pour Gilgamesh. Enkidu, pourquoi maudis-tu la courtisane ? N'est-ce pas elle qui t'a fait goûter aux nourritures divines ? L'amour est une émotion créatrice. L'amour peut aussi être source de tristesse profonde. Un ample vêtement et qui t'a donné Gilgamesh pour compagnon. Quand on parle de la mort, je pense qu'il est essentiel de parler de l'amour. L'amour et la mort ont inspiré plus d'un écrivain, plus d'un poète, poétesse, et c'est bien normal. L'amour nous fait vivre des moments magiques, profondément sincères, mais fait aussi mal qu'il fait du bien. Lorsque nous sommes confrontés à la perte d'un être cher, le vide abyssal qu'il laisse derrière lui est à la hauteur de l'amour qu'on lui portait. L'amour, lorsqu'il est vrai, c'est-à-dire sincère et inconditionnel, n'est-il pas beau ? Je pense que la réponse est évidente. Est-il possible alors de voir de la beauté dans les moments les plus tristes de notre existence, surtout ceux qui nous confrontent à la disparition de l'être aimé ? À travers le meilleur et le pire souvenir d'Héloïse, je vous propose d'y trouver certaines réponses à cette question. Dans cet épisode, je vais parler de deuil, de rencontres magiques avec des animaux, de changements de vie abrupts mais nécessaires avec Héloïse Monchablon. Bonjour Héloïse, bienvenue sur Fleur de Cactus. Merci à toi de m'inviter. Tu tiens un blog sur la cosmétique naturelle et le bien-être depuis plusieurs années. Tu as créé ta propre gamme de cosmétiques naturels. Tu crées des contenus audiovisuels sur les réseaux sociaux. Et tu es musicienne dans l'âme, ce qui m'a intriguée de prime abord en fait. Et je me suis posé la question, quelle a été ta toute première rencontre avec la musique enfant ? Ah ouais, on commence directement sur ce sujet, j'adore. Écoute, c'est vrai que je suis une musicienne dans l'âme, je sais pas, parce que j'ai jamais étudié la musique, mais c'est vrai que chez moi, j'ai ces souvenirs de fonds sonores en continu, que ça soit chez mon père ou chez ma mère, parce que tu vois, moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans, donc j'ai quand même ces deux univers en tête, et je me souviens qu'on avait toujours des albums en fond, et je me souviens qu'on a toujours chanté en fond, que ce soit chez ma mère ou chez mon père, et mon frère aussi d'ailleurs. Mais par contre, je suis la seule musicienne de la famille. Tu vois, personne ne savait jouer d'un instrument ou quoi que ce soit.
Et donc, t'as appris toute seule ou comment ça s'est passé? Bah écoute, j'ai pris quelques mois des cours de piano quand j'étais petite, histoire de savoir décrypter une partition et savoir les bases. Et après, j'ai appris toute seule. Moi, j'aime bien apprendre toute seule parce que ça me laisse le temps, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas la pression d'un professeur à côté. Il n'y a pas la pression d'être jugé. Et ouais, du coup, j'ai toujours appris toute seule. La musique donc était en fond, donc ça pouvait accompagner même un moment en cuisine, comme, je sais pas, au petit matin, au petit déjeuner. Ouais, c'est exactement ça. T'as utilisé le bon mot. J'ai cette idée j'ai ce souvenir du petit matin. Tu sais, quand je me réveillais et qu'il y avait déjà ma mère qui était réveillée dans le salon, qui avait mis du Norah Jones ou tu vois, ces albums, ou Carla Bruni à l'époque. C'était un peu cette génération-là. Et c'était doux, c'était en fond sonore, il y avait quelques bougies. Et donc j'ai ces souvenirs, voilà, de réveil avec de la musique. Et d'ailleurs, ça vient de me revenir quand je te parle, ma mère, quand elle venait nous réveiller avec mon frère pour aller à l'école, elle n'utilisait pas un réveil, elle venait nous réveiller en musique. Moi, j'avais un réveil horrible du Roi Lion. Je me souviens, c'était un truc avec des cloches, tu sais, c'était hyper violent. Ouais, la musique, ouais, ça, c'est hyper... c'est beau, quoi. D'être enfant aussi, enfin d'être initié à la musique aussitôt comme ça, de cette manière-là. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, je m'en rends compte seulement en t'en parlant là. J'avais pas du tout conscientisé la chose avant. Est-ce qu'il existe une odeur, une saveur, un objet, une musique qui te renvoie avec nostalgie dans un instant spécifique de ton enfance? En somme, quelle est ta Madeleine de Proust? Alors en termes d'odeur, tu vois, moi j'ai l'odeur de l'encens. Tout de suite qui me revient en tête. Je me souviens que mon père en faisait brûler dans son cabinet parce qu'il était kiné. Donc quand je venais dans son appart, il y avait ces odeurs un peu de bien-être, d'huile essentielle, de baume du tigre et d'encens. Et ça, pour moi, automatiquement, c'est... mais tu sais, c'est ces encens, parce que je te dis encens, mais il y a plein d'odeurs à l'encens. Mais c'est un peu cette odeur de santal, en fait. C'est l'odeur de santal, moi, qui tout de suite me rappelle mon enfance, qui est ma petite Madeleine de Proust. Et j'ai aussi une musique. Alors, le nom est un peu compliqué, le titre est un peu compliqué, donc j'arriverai même pas à te le dire. C'est une musique africaine et ça, automatiquement, pareil, ça me ramène chez mon père. Après, comme je te disais, j'ai les titres, j'ai les sons de Norah Jones, de Carla Bruni, et tout ça, ça me ramène instantanément à mon enfance et à ces périodes-là. Et est-ce que tu as un exemple concret de comment se déroulait une journée pendant ton enfance? Ça dépend de quel âge. Tu mettrais le curseur sur quel âge? Je sais pas, peut-être 10 ans, 8-10 ans. 8-10 ans. Bah écoute, ça dépendait vachement parce que comme je te le disais, moi mes parents étaient divorcés, donc ça dépend chez qui j'étais déjà. Mais là, on va dire le quotidien qui pouvait un petit peu changer, justement, c'est mon père donc était kiné et il habitait dans son cabinet. Et donc, comme mon frère et moi, on revenait de l'école, je me souviens qu'on arrivait dans sa salle d'attente. En fait, généralement, il était en consultation. Et on n'avait pas de salon à l'époque, on avait une grande salle avec un mur de miroir qui lui servait aussi de salle pour ses patients, pour faire du sport, tout ça. Et donc nous, c'était notre salon, ce qui était génial quand t'es enfant, t'imagines, tu rentres de l'école, t'invites tes copines pour faire des chorégraphies devant les grands miroirs du salon. Pour faire des combats de sabre en bois, parce que mon père il faisait tout ça aussi. Donc en fait j'ai ces souvenirs je rentrais et en même temps mon père était pas là pour nous accueillir parce qu'il était en consultation. On s'amusait bien avec nos amis et c'était pas classique. C'était un peu, chez ma mère, c'était le côté plus classique, plus traditionnel, familial. On avait chacun notre chambre avec mon frère. On rentrait, on faisait nos devoirs dans la cuisine. Je me souviens tous ensemble. Ma mère devenait folle d'ailleurs en nous aidant à faire nos devoirs. Et mon père, j'avais ce truc où on rentrait un peu et c'était un peu plus grisant parce que c'était moins classique, tu vois. Mais le son que tu m'as envoyé, je m'en rappelle maintenant, c'est Kajanine, oui. Je crois, une chanteuse qui vient du Burundi. Et quand j'ai écouté cette musique qui s'appelle Sambolera, ça m'a marqué parce que c'est une langue qui ressemble, je sais pas, il y a eu ça me fait penser un peu au brésilien. J'ai pas trouvé ça traditionnel en fait comme son. Et déjà Kajanine je ne connaissais absolument pas et ce qui veut dire quand même que tu étais dans un environnement peut-être du côté de ton père, en tout cas quelque chose qui était très exotique, voire un peu underground quoi. Parce qu'elle n'est pas connue cette musique, même en termes la musique africaine. Et non, et mon père était pas classique du tout. Alors c'était pas du coup, c'était pas une bonne chose quand j'étais petite parce que du coup, j'avais pas ce côté très rassurant, pour être très honnête. Il sortait un peu des clous.
Mais maintenant, avec du recul et avec mon âge, donc j'ai 30 ans, je me dis, oh là là, mais c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Mais effectivement, ça sortait un peu du lot. C'était pas... il n'avait pas une approche classique de la vie, des croyances. Tu vois, déjà à l'époque, il s'intéressait énormément au yoga. Et c'était pas du tout la mode il y a une trentaine d'années. Pareil, il avait tous les livres sur le bouddhisme, il s'intéressait énormément à cette philosophie, donc il avait cette ouverture d'esprit et je pense que mon frère et moi on a grandi là-dedans. Alors ma mère aussi est vachement comme ça, mais c'est vrai que j'ai moins ces souvenirs atypiques que chez mon père. Quelle relation tu avais avec tes parents ? J'ai une super relation avec ma maman, genre, et de mieux en mieux, ça a toujours été le cas. Alors un peu compliqué au moment de l'adolescence. Parce que j'ai fait ma crise d'ado très tôt, vers 13 ans, moi je faisais le mur, j'allais faire toutes les bêtises, c'était tôt donc ça a été un peu conflictuel, mais quand même énormément de complicité, aucun tabou dans la famille, on parlait vraiment de tout, donc ça c'était hyper agréable. Et avec mon père ça a été un petit peu plus compliqué aussi au niveau... Non, déjà quand j'étais petite, ça a déjà été un peu plus compliqué. Donc ça on en reparlera sûrement après. Moi j'ai perdu mon papa quand j'avais 15 ans, donc je pourrais pas te dire quelle est ma relation maintenant avec mon père et quelle aurait été ma relation. Mais en tout cas avec ma mère j'adore ce côté où maintenant en fait on est deux femmes qui... Il n'y a plus cette relation mère-fille, on est vraiment deux femmes qui partageons, qui parlons, qui échangeons. C'est hyper cool, c'est hyper intéressant. Et ça a toujours été, voilà, comme je te le disais, plutôt le cas. Avec mon père c'était un petit peu plus compliqué. Justement, on va passer donc à ce sujet-là. En off, tu m'as confié donc que un de tes pires souvenirs était lié à ton papa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, en fait, comme je te le disais, ça faisait quelques années que c'était compliqué, que c'était conflictuel avec mon papa. Parce que déjà, je pense, comme je te le disais, qu'il n'avait pas ce côté rassurant qu'on peut attendre d'un père. Il n'avait pas ce côté protecteur. Donc en fait, je me suis jamais sentie vraiment très bien, très sécurisée. Et vraiment, avec du recul, je me rends compte qu'on a vraiment besoin de ça quand on est enfant. Ça fait partie des bases du développement, en fait. Et donc, c'était un petit peu... c'était pas rassurant. Il avait pas ce côté classique en plus, donc c'était encore moins rassurant. Et au moment de l'adolescence, il a eu des petits soucis d'alcool qui ont fait que ça a été encore plus compliqué. Et pareil, je supportais plus d'être là et de le voir dans un état qui était pas le sien. Alors après, il était pas... avec du recul, en fait, c'est pas qu'il buvait beaucoup d'alcool, mais c'est comme il était épuisé par son travail qu'il n'arrivait pas à bien dormir. Tu sais, il prenait parfois des médicaments pour dormir. Et les mélanges faisaient que son état n'était plus son état naturel. Et ça, c'est quelque chose c'est un traumatisme, je trouve, quand on est enfant. Je sais pas ce que t'en penses, mais de voir ses parents changer d'état, c'est un truc qui est pas sécurisant du tout. Même si c'est joyeux, hein, même si c'est pendant qu'ils font la fête avec leurs potes et d'un coup qu'ils sont un peu bourrés, il y a un truc qui est un peu bizarre quand t'es enfant, de voir tes parents dans un état qui est pas le leur. C'est très perturbant, oui. C'est comme si t'avais affaire à... Enfin, j'ai vécu cette situation, beaucoup, avec mon père. Et c'est vrai que, pareil, j'étais hyper petite et t'as l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est comme un peu possédé ou quelqu'un qui n'est plus ton père, en fait. Et qui est une autre personne. Donc c'est très perturbant parce que tous nos repères qui sont quand même hyper pérennes quand on est enfant, puis on essaie de se construire ça pour se sentir en sécurité, comme tu disais. Et donc comme la personne devient habitée par l'alcool... C'est ça, et ça c'est notre regard d'enfant. Parce que tu vois, maintenant ça peut nous arriver nous aussi de boire ou de voir des amis. Enfin... On se rend compte que c'est pas grave, ils sont pas vraiment possédés par quelque chose d'autre et que ça peut même être joyeux et que ça peut être drôle, mais le regard qu'on pose dessus quand on est enfant est très perturbant. Et donc voilà, donc moi j'étais à ce moment de ma vie où j'avais 12-13 ans et je supportais pas de le voir dans un état qui était pas le sien. J'avais un petit frère en plus, donc j'ai tout de suite pris ce rôle un peu de protectrice. Je voulais pas que mon frère voie ça, tu sais, donc je me suis mise dans une rôle de maman, ce qui était pas du tout ce qui était demandé, ça servait à rien, tu vois, mais donc voilà, ça a été un peu compliqué. Et en fait, quand j'ai eu, c'était l'été de mes 15 ans, c'était au mois d'août, je me souviens que je m'étais en plus disputée avec mon papa, on s'était eu au téléphone quelques jours avant et on s'était disputés. Donc tu dis c'est quand même très dommage que ça se soit terminé comme ça. Et un jour, le téléphone sonne et je pourrais te raconter comment je l'ai appris, mais c'est pas moi qui l'ai appris directement, c'est ma mère qui a appris que justement mon père venait de décéder et je l'ai appris 2-3 minutes après parce que je l'ai entendu exploser en larmes.
Alors ils étaient divorcés depuis très longtemps, c'était plus son amoureux depuis très longtemps, c'était plus son mari depuis très longtemps. Mais il faut savoir que moi, ma mère, c'était son premier amour. Elle a été avec depuis qu'elle avait 17 ans. Et bon, ça reste le père de ses enfants, tu vois, donc quand on t'annonce quelque chose comme ça. Et donc j'avais 15 ans et je venais d'apprendre donc la mort de mon père, ce qui est vraiment pas simple, comme tu peux l'imaginer. Et donc forcément, quand tu m'as demandé quel était mon pire souvenir, j'ai automatiquement celui-là qui me vient en tête. Et quels ont été les écueils liés à ce deuil si particulier que tu as dû confronter ? Qu'est-ce que tu entends exactement par écueil ? Qu'est-ce que tu voudrais que je te raconte derrière ? Les écueils, donc c'est-à-dire les obstacles peut-être, ou c'était quand même une mort plutôt soudaine, donc c'est pas quelque chose auquel tu te prépares ? Ouais, c'est pas du tout quelque chose effectivement auquel on se prépare. C'est une mort soudaine, mais c'est pas une mort accidentelle. En fait, c'est un suicide. Et alors, ça peut être très très choquant pour beaucoup de personnes. Ils vont dire que c'est peut-être la mort la plus terrible, la plus violente. Et en même temps, moi, j'avais ce truc un peu de me dire, au moins, il l'a choisi. C'est pas un truc qui lui tombait dessus. C'est pas injuste. C'est pas injuste pour lui. Il l'a choisi. Et donc, je dirais que j'ai pas eu cette colère envers lui. J'ai pas eu cette colère de oh là là, il nous a laissés, il nous a abandonnés. C'est pas du tout ce que j'ai ressenti parce que de toute façon, ça faisait des années que je chantais plus Mon papa heureux. Je sais qu'il passait par plein de trucs compliqués. Le divorce avait été compliqué, le fait de pas avoir ses enfants régulièrement était compliqué. Il était épuisé dans son travail. Enfin, tu sais, quand t'es kiné, t'es un travail libéral, donc t'as des charges énormes. Enfin bref, il a des problèmes financiers, tout ça. Je savais qu'il était plus heureux. Je pense qu'il sentait qu'il faisait sûrement du mal autour de lui. Et donc, je comprends cette décision et je lui en veux pas du tout. Donc ça, déjà, c'est pas un écueil par lequel j'ai dû passer. Tu sais, ce truc de colère. J'ai pas du tout eu ça. Par contre, j'ai eu cette tristesse que l'on ressent automatiquement quand on perd quelqu'un. Ce truc de se dire, mais attends, mais plus jamais je reverrai cette personne, plus jamais j'entendrai sa voix, plus jamais on pourra discuter. C'est un truc qui... sur le moment, tu t'en rends pas compte du tout. Il y a une sorte de déni. De sidération. Ah mais oui, et en fait, comme j'avais l'habitude de pas voir mon père tous les jours, en plus, c'est pas du tout quelque chose dont tu te rends compte directement. Mais je me souviens que le jour où on l'a appris, moi, j'ai passé ma soirée à appeler son répondeur, tu sais, juste pour écouter la voix, juste pour me souvenir de la voix et de me dire ok, bientôt ce répondeur, il va disparaître, donc il faut que je profite. Et c'était trop bizarre de me rendre compte que ça allait plus jamais être le cas. Et après, il y a eu plein de phases. Et je vais pas te mentir, une heure ou deux, peut-être après l'avoir appris, parfois je rigolais parce que j'avais des amis qui m'appelaient, qui étaient pas du tout au courant de ça, qui me racontaient des blagues et je pouvais en rire. Donc il y a eu vraiment différentes phases. Et le lendemain, tu te réveilles et t'as l'impression que c'était un mauvais rêve. Tu sais, tu te dis, mais attends, ça m'est pas vraiment arrivé à moi. T'as l'impression que ça arrive qu'aux autres, que ça arrive que dans les films, que ça arrive qu'aux autres, mais qu'un deuil comme ça te tombe dessus. On se prépare pas à ça, on se dit pas que ça va arriver dans notre vie. Donc je te dirais que c'est vraiment la tristesse et c'est vraiment la tristesse et le manque, et je le ressens encore maintenant de temps en temps, où tu vois, même avec cette crise, avec cette période un peu difficile qu'on traverse, de pas pouvoir discuter de ça avec lui. Je pense que ou même, tu vois, c'est tout bête, mais après avoir regardé une série, après avoir regardé un film, après avoir écouté une musique, de pas pouvoir en discuter avec la personne, c'est ça qui manque le plus. C'est pas forcément le quotidien avec, parce que moi ça faisait des années que je l'avais plus. Mais ça, de savoir ce qu'il en aurait pensé. Parce que c'est peut-être ce qui me manque le plus maintenant, c'est... mon père, en fait, ça a peut-être pas été un très bon papa, dans le sens sécurisant pour une petite fille. Par contre, ça aurait été un père extraordinaire maintenant. Parce que c'était un homme hyper intéressant, hyper enrichissant. Et donc, maintenant, à mon âge, à 30 ans, ça aurait été tellement cool de partager tout ça avec lui, tu vois. Donc c'est plutôt ce manque-là et cette tristesse, mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'injustice. Je l'ai pas du tout vécu comme ça, bizarrement, tu vois. Et peut-être ce regard qu'il avait qui sortait des sentiers battus, qui sortait des clous. Bah totalement. Et maintenant, c'est drôle parce que quand tu vois ce que je fais sur les réseaux sociaux, alors tu as beaucoup parlé effectivement de la cosmétique, et je parle beaucoup de ça, mais je parle aussi du yoga, je parle du dev perso, je peux parler de spiritualité. Tout ça, c'est mon père, en fait. Donc, moi qui suis le portrait craché de ma mère, plus que mon père, et encore, j'ai quand même les deux, j'avais pas l'impression, j'avais pas conscientisé le fait que j'ai autant de parties de lui. Mais si, clairement, je suis pas la fille de mon père pour rien. Si j'en suis là à parler de tout ça sur les réseaux, j'ai clairement pris de son regard aussi à lui.
peut-être de la façon aussi dont tu as réceptionné son départ. Car dans ma famille, il y a eu un suicide, malheureusement, et bien sûr, c'est toujours un moment extrêmement douloureux pour les familles, mais en plus de ça, comme je suis issue d'une famille très catholique, cela a été considéré comme un acte jugé presque insultant en fait pour la religion catholique. Et or, dans ton cas, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de distance déjà dès le départ, en fait, de voir il est différent. Donc, il va partir différemment, en fait. C'est vrai. Non, mais ça, c'est très vrai. Et tu sais, avec du recul, je pense que mon père, il n'aurait pas pu se voir vieillir. Il n'aurait pas pu vieillir. Ça n'aurait pas été cet homme-là. Enfin, c'était quelqu'un qui était extrêmement beau, extrêmement admiré pour sa beauté, pour ce qu'il dégageait. Donc, il avait ce côté très don Juan avec les femmes. Il avait ce côté très... tu sais, il était kiné, prof de sport, donc tout ce qui était santé, bien-être, c'était son truc. Et je pense qu'il n'aurait de toute façon pas accepté de se voir vieillir et de se voir dégrader, entre guillemets. Et l'alcool avait commencé déjà un peu ce processus, tu vois, il avait plus exactement le même physique et tout ça. Donc avec du recul, je pense qu'il est parti à la meilleure période pour lui. Et là où, enfin, comment on a su gérer ça avec mon frère, avec autant de distance, c'est vraiment aussi grâce à ma mère qui est... là, tu vois, je t'ai beaucoup parlé de mon père et de son côté... en dehors des cases, mais ma mère est vraiment pareille. Nous, dès que c'est arrivé, enfin ma mère, elle a aussi, on a toujours grandi avec elle dans une sphère très spirituelle plutôt que religieuse. Donc nous, on tirait les cartes. Dès qu'on avait mal quelque part ou dès qu'on était malade, elle essayait de savoir exactement qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à dire, qu'est-ce qu'on n'arrivait pas à exprimer. Donc tu vois, on avait quand même déjà cette approche un petit peu originale, c'est vrai. Holistique aussi. Exactement. Et du coup, et moi j'ai ces croyances que je sais que si quelqu'un meurt, enfin, j'en sais rien, c'est une croyance. Mais en tout cas, je crois que si quelqu'un meurt, c'est pas une vraie mort. Il y a une énergie qui se transforme, il y a une âme derrière. Et après, il s'est passé plein de choses. J'ai eu plein d'expériences, on va dire, mystiques qui me prouvent que il était encore là. Et il y a eu même, tu sais, on a eu des contacts avec quelques médiums, tout ça. Donc, j'ai pas ce truc de la mort, c'est la fin et c'est fini. Bah justement, comment as-tu trouvé la paix après ce départ inattendu ? Écoute, je crois que j'ai trouvé la paix parce que je n'ai pas essayé de trouver la paix. J'ai pas combattu contre ce que je ressentais, j'ai pas essayé d'accélérer le processus de deuil, j'ai juste vécu ce que j'avais à vivre. Et ça, je pense que c'est important parfois de le rappeler parce que, je sais pas ce que t'en penses, mais justement quand on est dans le dev perso, tout ça, on est vraiment dans une course à comment lâcher prise, comment... mieux accepter les choses, oui, mais en fait tout ça c'est un cercle vicieux vers comment ne jamais lâcher prise et comment aller mieux en fait. Alors que juste si on accepte ce que l'on ressent au moment T, mais les choses passent beaucoup plus vite. Donc j'étais pas dans un processus d'essayer d'aller mieux, j'ai juste vécu ce que j'avais à vivre. Quand j'avais besoin de pleurer, je pleurais, et je te dis, parfois je pleurais, mais une minute après j'explosais de rire avec mes amis, et j'acceptais tout ça. Il n'y avait pas cette injonction, et ça c'est peut-être parce que justement j'avais 15 ans et que j'étais pas plus vieille, mais je savais pas comment on était censé vivre un deuil, tu vois. Donc je l'ai vécu comme je le ressentais. Peut-être que si je le vivais maintenant, ça serait plus compliqué, tu vois. Tu parles d'injonction et c'est vrai en fait quand le deuil, bon c'est quelque chose d'extrêmement tabou en France, et comme la mort par extension. Et parce que cet état émotionnel dans lequel on est quand on perd quelqu'un va à l'encontre de tous les standards que la société attend. Donc, c'est-à-dire d'être bonne humeur tout le temps, de ne jamais pleurer, de ne pas se montrer vulnérable. Et depuis quelques années, puis en faisant Fleur de Cactus et les rencontres que j'ai faites, il y a comme une sorte de révolution un peu dans le monde funéraire, non seulement donc du côté des pompes funèbres, mais aussi des accompagnateurs. Donc il y a des gens qui se spécialisent dans le deuil et qui justement ont ce discours que tu as où pour pouvoir vivre le deuil, ils ne parlent pas de survivre. Ils aiment, d'ailleurs cette expression n'est pas adéquate en fait, parce qu'il faut juste accueillir ces émotions-là, se laisser couler dans ces émotions pour pouvoir les vivre et comprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre. Et non pas d'essayer de les nier, et de ne pas les regarder en face. Et finalement, de se laisser un peu happer par ce modèle de la société où on nous dit qu'il faut être hyper efficace au boulot. Donc c'est sûr, si tu traînes ta tristesse au travail, comment tu veux faire ta journée de taf comme ton employeur ou le voudrait ? Bien sûr.
Ouais, c'est ça. Oui, il y a plein d'injonctions autour de ces états-là. Alors là, on part du deuil de la mort, mais pareil, après une rupture, tu devrais être comme ça, comme ça, comme ça, ou tu ne dois pas justement être comme ça, comme ça. Et en fait, vraiment, chacun vit les choses à sa façon et à son rythme surtout. Et tu vois, bizarrement, moi, le jour justement de l'enterrement de mon père, j'avais plein d'amis qui étaient venus, qui m'avaient fait une surprise entre guillemets, qui étaient venus à la cérémonie, qui étaient venus là pour me soutenir, et j'avais passé l'après-midi avec eux. Je me souviens, on avait passé l'après-midi au parc du Trocadéro à rigoler et tout. Pas une seconde, j'ai été triste cet après-midi-là. Pourtant, je venais d'enterrer mon père, tu vois. Donc, en fait, il y a aussi cette injonction, alors comme tu dis, à ne pas montrer, à ne pas tout montrer, à ne pas être triste trop longtemps, à être efficace. Et aussi, tu as cette autre injonction de attention, tu viens de perdre quelqu'un, donc tu dois être triste, donc tu dois être en colère, donc ta. Et en fait, du coup, on n'est plus vraiment dans les vrais états ressentis, on est dans ce que l'on devrait ressentir. Et moi, je pense que ça, justement, j'ai réussi à passer ça. Et encore, est-ce qu'on passe un moment vraiment en deuil? J'en sais rien. Tu vois, ça, c'est une autre question. Mais parce que juste, j'ai accepté ce que je ressentais. Et c'est tout. Et quel regard ont porté tes amies adolescentes de l'époque? Je sais pas. Je crois qu'on en a pas énormément parlé. Enfin, je me souviens d'avoir énormément parlé avec mes plus proches, justement, avec ma meilleure amie à l'époque qui connaissait mon papa. C'était fou parce qu'en fait, mon meilleur ami avait perdu son père 2 ans avant. Et ma meilleure amie a perdu son père quelques années après. Donc, tu vois, on a été un trio, alors pas des plus joyeux, mais du coup, j'avais déjà été confrontée à la mort d'un père de famille quelques années avant, avec l'histoire de mon meilleur ami. Je pense qu'il y a une sorte de tabou, mais ça, c'est pas seulement adolescent, je dirais que c'est même maintenant, où quand on a un de nos amis, un de nos proches qui perd quelqu'un, on ne sait pas comment agir avec cette personne. Et il y a des gens qui ont été très présents, et d'autres qui ne l'ont pas du tout été, mais pas parce qu'ils ne voulaient pas être présents, mais parce qu'en fait, ils ne savent pas comment agir. Ils savent pas quoi dire, ils savent pas si justement c'est pas étouffant d'envoyer trop de messages. Et tu vois, donc il y a ce truc, mais c'est encore le cas maintenant. Moi aussi, quand j'ai des gens autour de moi qui perdent des gens ou qui sont en pleine rupture, comment est-ce qu'on est censé agir avec eux? C'est pas toujours facile. Donc je sais pas s'il y a une vraie différence entre l'adolescence et nos adultes, et nos adultes aujourd'hui. Et quel a été le premier moment de grâce que tu as ressenti suite au décès de ton papa? C'est étrange ce que je vais dire parce que ça a même pu se passer le jour même. Moi, je trouve ça toujours... je trouve qu'il y a toujours une beauté, mais merveilleuse, qui se passe dans les moments de profonde tristesse. Et du coup, tout ce qu'on a vécu en famille, parce qu'à l'époque, au moment où je l'ai appris, j'étais dans ma maison de famille dans le sud, donc on était chez ma grand-mère maternelle, et tout ce qu'on a vécu avec ma grand-mère, avec ma mère, avec mon petit frère quand ça arrivait, quand mes amis ont été hyper présents, tout ça, c'est ces moments de grâce en fait qui me viennent en tête. Mais ces moments de grâce, ils sont nés de cette tristesse. Tu vois, c'était pas hors sujet avec ce que j'étais en train de vivre. Et pareil, quand je me suis retrouvée à l'église et que j'ai vu toutes ces personnes qui étaient là pour mon père, moi j'avais envie de pleurer, mais pas de tristesse. J'ai trouvé ça tellement beau en fait. Tu vois, donc c'est fou à quel point finalement on peut trouver de la beauté et de l'émerveillement dans ce qui fait le plus mal. Mais ça, c'est l'éducation de ta maman aussi qui t'a entraînée. J'ai l'impression, mais c'est magnifique ce que tu dis. Et je crois beaucoup à cette notion d'entraînement. Bon, dans le bouddhisme, on en parle aussi pas mal. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être surpris de ce qui arrive. On nous entraîne à être des bons petits soldats pour participer à cette société-là, mais jamais pour pouvoir vivre ces émotions et d'en faire des outils et faire en sorte que, en fait, c'est juste un entraînement à pouvoir être résilient. Ouais, oui, de toute façon, en fait, être résilient, c'est pas vraiment un choix. Enfin, il y a un moment où les faits sont les faits. Et il n'y a pas de... parfois, on n'a pas toujours d'impact sur les choses qui sont arrivées. Alors, bien sûr, parfois, quand on en a et qu'on a le pouvoir de changer les choses, on le fait. Mais à un moment, il faut aussi accepter qu'on n'a pas tout le temps le pouvoir. Et cette capacité à retourner aussi les situations, alors ça vient de ma mère, c'est évident, mais je pense aussi que ça dépend pas mal de la personnalité des gens. Et moi, j'ai une personnalité où je suis profondément mélancolique, je trouve. Du coup, en fait, j'ai une habitude, mais depuis que je suis petite, à trouver de la beauté dans le triste. Donc, je pense que finalement, dans le deuil, ça a été plutôt un outil aidant d'avoir été entraînée, de par ma personnalité, à trouver beaucoup de beauté dans ce qui est triste, dans ce qui manque. Tu vois, c'est qu'on est clairement dans les fleurs du mal, on est dans les poètes maudits, on est dans tout ça, tu vois, de trouver la beauté dans ce qui fait mal. Mais pareil, je veux pas que ça devienne non plus une injonction
à attention, vous êtes en train de vivre quelque chose de mal, donc trouve la beauté dedans. Non, je veux pas que ça devienne une autre injonction. C'est à chacun de ressentir ce qu'il a besoin de ressentir au moment T. Tu parlais aussi de ce qui est hors de notre contrôle et accepter l'impermanence, c'est ça aussi. C'est qu'on ne peut pas tout contrôler et ça, c'est finalement ce qui est au cœur de l'existence. On n'aime pas ne pas tout contrôler et pourtant, bienvenue dans la réalité. Hein. On sait que le contrôle n'est qu'une illusion. Et justement, c'est mon dernier. Je viens de me refaire tatouer une toute petite phrase et j'ai noté sur l'avant-bras, cela aussi passera. Alors, ma mère voit ça, elle me dit c'est négatif d'avoir noté cette phrase. Elle me dit vraiment, je trouve pas ça très positif. Moi, au contraire, c'est ce qui fait mal passera. Alors, ça parle des actions, mais ça parle aussi des émotions. Chaque émotion passe. Et quand c'est une émotion qui est extrêmement agréable ou un événement qui est extrêmement agréable, se souvenir que ça passera. Donc, le savourer à fond, parce que bien évidemment que ça passera et que ça sera pas éternel. Donc, vraiment s'approprier tout le plaisir qu'il entraîne. Oui, justement, quelle magnifique transition. Tu as un rapport très particulier aux animaux, il semblerait. Est-ce que tu peux nous raconter ce meilleur souvenir que tu as décidé de nous partager ? Alors j'ai 2 histoires, je sais pas exactement laquelle t'aimerais que je développe ici. Tu sais, je t'avais parlé d'un chat en Inde ou je t'avais parlé d'un oiseau qui était absolument incroyable aussi. Je sais pas si j'ai le temps de te développer rapidement les 2 ou si tu veux que je développe une en particulier. Celle qui te fait le plus plaisir. Alors je pense que je vais parler de l'oiseau parce que c'est encore plus incroyable. À l'époque, en plus, c'était il y a 2 ans, il me semble. C'était en plein été. Et j'étais en plus en train de lire un livre sur la communication animale. Oui, c'est ça qui était fou. C'était cette synchronicité qui était absolument dingue. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que justement, j'allais faire un stage quelques semaines après sur la communication animale. Et donc, j'étais dans le sud avec mon ex-copain à l'époque et on était en train de papoter comme ça sur la terrasse. Et un moineau lui frôle le crâne et atterrit quelques mètres plus loin sur la chaise et nous observe et ne bouge pas. Et il avait été hyper surpris déjà de sentir, tu sais, le vent de cet oiseau comme ça qui lui est passé juste au-dessus de la tête. Et cet oiseau, en fait, ne nous a pas quittés pendant 2 jours. Et c'était un bébé moineau. Alors pourquoi un bébé? Ça se voyait à son plumage, tu vois. Et il demandait tout le temps à manger, donc je m'étais prise à lui écraser des petites graines, je lui donnais carrément à manger. Et en fait, ça a été un pot de colle mais hallucinant pendant 2 jours, alors que c'était un bébé oiseau sauvage. Vraiment, je suis sûre qu'il n'avait pas été entraîné ni quoi que ce soit. Et en fait, il venait se lover dans le creux de nos coups et il passait 2 mois à mon copain. Ensuite, il allait voir toute ma famille qui était là aussi. Et c'était un oiseau, comme je te dis, qui ne nous a pas quittés pendant 2 jours. Et la première nuit, je m'étais demandé où est-ce qu'il allait pouvoir passer la nuit. Moi, je voulais pas le rentrer à l'intérieur parce que je voulais pas qu'il se fasse mal, je voulais pas qu'il se cogne. Et un moineau, ça fait poupou tout le temps, toutes les 5 minutes, donc j'avais pas très envie qu'il soit chez moi non plus. Et en fait, la première nuit, il est parti tout seul. Et le lendemain matin, je me souviens avoir été obsédée par cet oiseau. Je me réveillais, enfin, dans mes rêves, je pensais à ce petit oiseau et j'entendais des bruits d'oiseaux dehors et tout. Donc, je me suis levée comme ça à 6h du matin, je suis sortie et je le voyais pas. Et j'ai sifflé. Alors là, vraiment, tu vas me dire que je me prends pour Blanche-Neige. J'ai sifflé et au loin, quelques mètres plus loin, j'ai vu les feuillages d'un arbre, s'agiter. Et j'ai vu ce petit moineau foncer droit sur moi et se poser sur ma main. Mais vraiment comme Blanche-Neige, comme un film. Je me suis dit, mais c'est fou. Et en fait, je sentais qu'il était vraiment là. C'est bizarre parce que c'est très égocentré ce que je veux dire, mais qu'il était vraiment là pour nous. Il y avait vraiment un contact qui se passait et qui recherchait beaucoup d'amour, mais qu'il en apportait aussi énormément. Et en fait, il a apporté énormément de joie, cet oiseau, pendant 2 jours. Et là où c'est très touchant, c'est que contrairement justement à un chien, un chat ou un animal un peu plus de compagnie, un oiseau, c'est sauvage en fait. Et donc le fait, quand t'as des animaux sauvages comme ça qui rentrent en contact avec l'humain, moi je trouve ça toujours extrêmement, extrêmement touchant. Parce que justement, c'est pas parce qu'il a été obligé, c'est pas parce qu'il a été éduqué à... Et du coup, ça nous relie instantanément avec notre côté nature, avec notre part animale. Et moi, ça me relie automatiquement avec la beauté de ce monde et les échanges qu'on peut avoir avec les animaux, avec la nature, avec les plantes. Donc là, tu vois, je t'ai raconté rapidement cette histoire, mais il m'arrive toujours des trucs pas possibles avec des animaux. Et j'ai un respect profond pour les animaux. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson il y a plus de 7 ans maintenant. Et j'ai l'impression que
que depuis, ce lien s'est encore plus resserré. Il y a une sensibilité qui est encore plus accrue qu'avant, depuis que je suis végétarienne en tout cas. Et donc ce petit oiseau, il est parti tout seul. Il y a un moment où je voulais plus, je l'engueulais parce que je voulais pas qu'il rentre dans la maison. J'en avais marre, surtout c'était un vrai pot de colle, je te dis, il lâchait pas mon épaule. Et je lui ai dit non, à un moment tu restes dehors, tu restes là. Et il est parti tout seul. Bon, ça m'a fait pleurer, hein. J'ai été très triste qu'il s'en aille. Mais j'ai trouvé ça fou qu'il arrive au moment où je lisais ce livre-là. Et donc ça, c'est un des très jolis souvenirs que j'ai. Et à chaque fois, de toute façon, qu'on me parle des animaux, qu'on me parle de ce genre d'histoire, ça me fait instantanément sourire. Et je me rends compte à quel point, il y a des trucs, il y a des liens qu'on comprend pas, qu'on conscientise pas, mais qui sont pourtant bien là, qui sont pourtant bien réels. Et je pense que n'importe qui, tu vois, qui écoutera ce podcast, ressent ce lien étroit qu'ils ont avec leur animal de compagnie. Souvent avec un chien, avec un chat, avec un lapin. Moi j'ai eu des lapins pendant très longtemps dans ma vie et j'arrivais à créer des connexions très très fortes aussi. Pourtant c'est moins, ça paraît moins fort qu'avec un chien et pourtant pas forcément. Mais les gens qui ont été au contact d'animaux, ils sont capables de ressentir le contact qu'on a avec la nature. Tous, généralement. Retrouvez le podcast Fleur de Cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming, sur Apple Podcasts, où vous pouvez laisser un avis et 5 étoiles au passage. Fleur de Cactus est aussi disponible sur Deezer, Spotify, Google Podcasts et plein d'autres plateformes d'écoute en streaming. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram au nom de Susanna Darcambel pour suivre toute l'actu de Fleur de Cactus. La mission de Fleur de Cactus, c'est d'explorer l'impermanence avec audace. Faisons ce voyage ensemble et je vous dis à très bientôt.